On dit souvent, il y a quelques divergences, là, mais on dit à peu près la même chose, mais de manière différente. Mais sur certains points, j'ai l'impression qu'on se rejoint assez bien, c'est-à-dire sur la... Moi, c'est toute la question de la théorie de la création littéraire, mais après ça, c'est ce que ce mot-là veut dire, qu'on parle de théorisation en acte. J'ai l'impression que là, on s'approche un peu de ce que Jean-Simon veut dire, mais tout ce qui concerne... je ne sais pas, moi, évidemment, le désert méthodologique qui est le nôtre, c'est-à-dire le fait qu'on soit dans un champ qui est encore à défricher. Moi, je trouve ça très intéressant. Et ça m'intéresse d'autant plus que, justement, je crois que ça correspond avec notre nature profonde, c'est-à-dire d'être des chercheurs créateurs. Donc, c'est-à-dire que c'est par la création, ça c'est ma position personnelle, que c'est par la création que la recherche essentiellement se fait. Et qu'on n'a pas de modèle. Et pour moi, c'est très bien. On ne veut pas de modèle. En fait, on est tous dans la construction du modèle. Et tant que cette période-là va durer, moi, elle me convient. Quand j'avais intitulé la communication éloge de l'inconfort, je pense que c'est ce qui définit le créateur, l'inconfort. Alors, je ne veux pas, moi, d'un modèle dans lequel je devrais m'inscrire. Au contraire, ce que j'essaie de faire avec mes étudiants dans mon travail de direction pour les études supérieures, c'est à la fois, évidemment, un accompagnement du créateur lui-même, mais c'est aussi de les encourager à créer leur modèle, c'est-à-dire à devenir eux-mêmes acteurs dans cette grande réflexion qu'on a tous, en proposant concrètement un modèle qui est le leur, donc unique, qui correspond dans le fond à ce que c'est que la création, c'est-à-dire l'inscription dans le champ du réel, avec sa subjectivité, puis avec en donnant au monde ce que la vie elle-même nous a fourni, et en le redonnant à l'autre avec un espoir d'échange, de communication, sinon l'art, ça ne veut rien dire. Donc, je suis dans ça, moi. Moi, ça me rend inconfortable, mais j'aime cet inconfort-là. Et j'ai l'impression que pour l'institution, à partir du moment où l'institution accepte aussi l'inconfort, et je vous le dis sans faire de chauvinisme, mais j'ai l'impression que c'est ce qui s'est installé chez nous, à l'Université Laval, c'est-à-dire la reconnaissance du fait qu'on est encore en prospection, qu'on est encore en train de défricher le terrain, mais ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas que le terrain fasse partie du grand tout de l'université. Je vais me permettre peut-être... Oui, vas-y, Jean-Simon. À moins qu'il y ait une question... Oui, non, vas-y, parle Jean-Simon, et après il y aura une question de Sylvie Blochet. Et moi aussi, j'aurai une question même. Bonjour, monsieur. Ouais, par contre, merci pour l'éclairage. Nous, on vous voyait plus. Ouais, mais nous, on vous voit plus. On n'arrive plus à lire le titre des livres chez Jean-Simon. Donc, j'essaye à nouveau, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bien, il faut se mettre presque à genoux pour vous parler, c'est assez drôle. Écoute, d'abord, merci pour tout ce que vous nous avez dit. Il y a quand même une différence de culture énorme entre le Canada et la France. Et c'est vrai, quand vous parlez de votre position, est-ce que de l'université qui devient à la fois un lieu de recherche et de création, nous, dans les écoles d'art, on a la terreur de se faire manger par les universités. Et donc, c'est une question qui est constamment débattue, hein, c'est-à-dire... Et c'est peut-être bien aussi d'en dire un mot, parce qu'il y a une structure très différente. Les écoles d'art font partie des universités. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on a l'impression que c'est vrai que c'est une chose dont il faut parler, parce que c'est vrai que souvent, on entend de notre côté qu'effectivement, vous parlez-vous de romans d'université, nous on parle d'œuvres d'art universitaires. En fait, on a un peu aussi les mêmes expressions, en tout cas les mêmes questions. Voilà. Donc, vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça, ce serait bien.
Quand Simon, si tu veux y aller, sinon... Moi, je suis tout jeune encore comme professeur. Alors, j'ai traversé le mur il n'y a pas si longtemps. Je me suis pas vraiment présenté parce que je parlais un peu plus longtemps qu'Alain, donc il a fallu que je coupe, mais je suis d'abord quelqu'un qui vient de la pratique. J'ai publié mes 2 premiers livres alors que j'étais en licence. Mon entrée dans l'institution s'est faite toujours avec l'idée d'être un praticien qui entre dans l'institution, qui fait un peu de l'entrisme pour essayer à la rigueur, la faire dérailler à son avantage. Et je ne veux pas que mes collègues entendent ça, ce serait terrible. Je me suis retrouvé à produire une thèse de doctorat qui n'en était pas une, qui était beaucoup plus près de l'essai. Et j'ai réussi à faire passer ça justement sous l'idée que c'est de la recherche-création, mais qui fait une forme de théorisation de la création, mais une théorie qui n'est pas une recherche de vérité, ni de système, ni de structure absolue, mais qui est bien comme je le disais hier, dans la multiplicité, dans l'ordre du multiple. Donc une posture beaucoup plus dialogique que dialectique. Les universités, en acceptant la création et maintenant en faisant la promotion, à l'Université de Montréal, c'est tout récent ce virage. Laval le fait avant, l'UQAM le fait bien avant. Mais maintenant, à l'Université de Montréal, tout n'est que recherche-création, parce que là, visiblement, il y a un effet de mode, il y a un effet d'agression qui se propose de ça, et ils cherchent à en parler, et comme la plupart des gens, ils savent pas vraiment comment en parler, c'est ça qui est très drôle, ils viennent vers nous un peu désespérés, oui, mais on veut parler de recherche-création, mais on sait pas comment et quoi dire. Et moi, je dis, ben justement, mais il y a autant de façons d'en parler que de manières de l'envisager. Et ça, c'est un inconfort qui est magnifique, parce qu'on est comme Alain disait, on est soit dans l'inconfort, moi j'aime bien parler du doute. On est toujours dans une dynamique du doute. Et le doute, pour moi, est un moteur magnifique que les universités ont peut-être eu tendance parfois à oublier. Parce qu'ils cherchent, dans certaines matières, une forme de transmission, non pas de la vérité, mais de l'exactitude, mais toujours une exactitude du moment. Et je sais que les universités françaises ont cette tendance à toujours, uniformiser peut-être certaines notions, à les rendre très systémiques ou systématiques. Et les écoles d'art, forcément, doivent se battre contre ça parce qu'elles sont naturellement dans l'enseignement du multiple. À savoir comment la cohabitation peut se faire, je ne connais pas assez bien les universités françaises pour avoir des pistes de réponse de ce niveau-là. Et tout ce que je sais, c'est que, d'après l'expérience québécoise, à partir du moment où la création est apparue, c'est la création qui a commencé à gruger les certitudes de l'université. Et c'est une forme de résistance par l'intérieur qui est dure et rude, mais est heureuse. En gros, ça serait à peu près ça. Je crois qu'il faut pas trop se méfier de qui mange qui. Mais vous avez raison de dire, par contre, que le modèle français est très différent du nôtre. C'est-à-dire qu'ici, nous, quand on parle de l'École des Beaux-Arts, par exemple, ça fait référence aux années 50, 60, puis après ça, ça a été effectivement intégré d'abord au réseau des cégeps, des collèges, puis par la suite dans les universités, où il y a eu effectivement par exemple, chez nous, on a une école des arts visuels, puis on a une faculté de musique, etc. Donc, il y a eu effectivement une récupération. La différence, c'est qu'en littérature, les choses se posent un peu différemment que dans d'autres formes d'art. C'est-à-dire que la réflexion sur ce que peut être une recherche en art se pose de manière différente en musique, par exemple, ou pour les arts visuels. En tout cas, il y a des distinctions qu'on ne fera pas ici aujourd'hui, mais qui font en sorte que la réflexion qu'on a sur la place de la création littéraire comme telle à l'université se pose dans des termes un peu différents. Mais comme effectivement, il n'y a pas chez nous cette structure-là des écoles d'art, donc ça a été récupéré par l'institution universitaire, académique, et c'est ce qui fait peut-être que l'intégration finit tranquillement par se faire, c'est-à-dire qu'on réussit à imaginer une université plurielle, et c'est très récent, hein? Moi, honnêtement, c'est depuis 2 ou 3 ans où j'entends le recteur de mon université parler de son université comme un lieu de formation, de recherche et de création. C'est on a un vice-rectorat chez nous qui était le vice-rectorat à la recherche, qui est devenu, il y a 5 ans peut-être, le vice-rectorat à la recherche et à la création. Alors, on est en plein dedans. Évidemment, les universités,
On peut se leurrer, on peut penser que c'est parce qu'ils nous aiment bien et qu'ils sont très fiers de ce qu'on fait, mais c'est aussi très mercantile. Hein? C'est-à-dire que ces programmes-là de pratique en art, en particulier de création littéraire chez nous, honnêtement, à la faculté des lettres et des sciences humaines, tous les programmes sont en baisse d'inscription, sauf la création. C'est-à-dire que c'est le seul, ou à peu près le seul programme qui attire les étudiants. Alors, l'université le sait. Hein? Voilà. C'est un peu la même situation chez nous. Ils ont mis recherche-création. Ils ont rajouté création partout ce qu'il y avait recherche. Donc, c'est un certain virage à la mode, mais quand le vent souffle dans une certaine direction, il faut savoir aussi le capter et l'utiliser à son avantage parfois, pour ne serait-ce créer certains ancrages encore plus solides, disons, pour assurer une pérennité. Et je crois que c'est au Québec, présentement, ça fait partie des choses qui se passent bien, je dirais. Moi, j'avais une question pour Alain, enfin pour les deux en fait, mais j'avais été très surpris au Québec de ce que vous avez mis en place pour le post-diplôme. C'est-à-dire une fois que les étudiants sont sortis avec leur master, sous la forme en particulier du tutorat. Donc ce travail comme ça individuel d'un jeune sorti du master et d'un écrivain comme Jean Désy et tout ça, et ta propre implication dans l'Institut canadien. Donc ce principe du tutorat, j'aurais bien aimé que tu en reparles pour l'Institut canadien. Et je ne sais pas si à Montréal il y a des choses équivalentes. Mais pour nous, ce truc de l'après-école et l'aide dans cette période de transition, ces 2-3 ans après-école, c'est un enjeu aussi important où j'aurais aimé que tu nous parles. Oui, en fait, c'est un enjeu très davantage politique. C'est que cet enjeu-là découle de notre situation spécifique de Québec par rapport au grand centre qu'est Montréal. C'est-à-dire que par le passé, tous nos étudiants, ou à peu près, qui rêvaient de faire carrière dans un autre des milieux artistiques, devaient, en tout cas, c'était une bonne idée pour eux de s'en aller à Montréal, parce qu'à Québec, c'était tout tranquille de ce côté-là. Et en fait, c'est une volonté politique du maire qui, avec la ville, ont décidé de développer des programmes, avec plusieurs acteurs aussi, ont décidé de développer des programmes de rétention, si on veut, de la jeunesse à Québec. C'était de cette manière-là que ces programmes-là de mentorat, c'est un programme qui s'appelle Première Ovation, ont été mis sur pied. Et effectivement, il y a un volet Première Ovation, littérature, création littéraire. Et c'est ce qui fait que plusieurs jeunes auteurs ont choisi de demeurer à Québec à cause de cette émulation qui a été créée par ces programmes-là et qui fait en sorte qu'effectivement, nos étudiants, j'en ai parlé un petit peu dans ma communication, nos étudiants de maîtrise, pour la plupart, ont l'objectif de publier et de s'inscrire tranquillement dans le milieu littéraire à titre d'auteur. Et le programme de mentorat permet effectivement de faire le lien, de faire je dirais, de leur offrir une expérience complémentaire, supplémentaire de mentorat qui va faire en sorte qu'ils vont soit terminer un projet qu'ils ont déjà entamé avec nous à l'université, soit le mettre à l'épreuve, ou en tout cas, ils vont faire en sorte que ces jeunes-là vont, en se réunissant aussi autour de tables rondes, etc., il y a toutes sortes d'activités qui leur sont dédiées, vont faire en sorte qu'ils vont avoir l'impression d'appartenir à un milieu qui n'existait pas peut-être auparavant dans la ville. Bonjour. Viens t'agenouiller. J'avais une question aussi. Non, j'ai relevé l'écran. Non, moi. Mais... bonjour Alain, bonjour Jean-Simon, donc Antoine Didier, coordinateur des études et de la recherche. Ah oui, heureux de mettre un visage. Ben voilà, oui, c'est ça. Antoine. C'est ça. Moi, je n'avais pas des questions, mais plus deux remarques en fait que m'ont évoqué vos interventions et aussi peut-être pour vous donner une idée de ce qu'on dit depuis hier. D'une part, Jean-Simon vient de dire à l'instant, ce qui était intéressant, c'est de voir un peu les espaces dont on dispose maintenant en constatant notamment le très fort attrait qu'a la question de la création et de l'écriture. Et c'est vrai que ici, depuis hier, on tourne autour de deux problèmes. Sylvie Blocher vient de résumer l'un d'entre eux, qui est du milieu des écoles d'art
un rejet très fort de l'université et de la crainte d'une universitarisation de ce qu'on fait, notamment parce que les écoles d'art, et en partie celles qui sont présentes ici, se sont construites sur un rejet du formalisme, un rejet de l'académisme et une mise en avant de l'expérimentation comme principale raison d'être. Et d'autre part, du côté de l'université, aussi la question de la légitimité, de la légitimation dans un milieu où, pour l'instant, la création, l'écriture sont assez faiblement considérées, voire dénigrées. Et du coup, j'ai bien aimé cette remarque parce que ça nous dit que plutôt que l'important, c'est pas forcément d'être dedans ou d'être dehors, ou qu'en tout cas, quelle que soit la position qu'on choisit, d'être dedans, d'être dehors, ou finalement d'être au milieu, il faut plutôt garder à l'esprit de qu'est-ce que ça nous permet de faire aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous permet de ne pas faire, parce qu'il faut évidemment avoir à l'esprit que tous les dispositifs qu'on met en place sont autant des dispositifs positifs, créateurs, que des dispositifs négatifs, et notamment des dispositifs de contrôle, de normalisation et de censure, puisqu'on sait que principalement ce que produisent les institutions, c'est aussi ça. Et du coup, ma deuxième remarque, ça réagissait à la communication d'Alain, et d'autant plus dommage de l'absence, c'est que ça me semblait résonner pas mal avec une remarque qu'a fait Gilles Collard juste avant, qui est une question, me semble-t-il, très sociologique, du statut d'un certain nombre de personnes qui s'occupent aujourd'hui de l'écriture et de la création. Tu parlais de ton parcours, de l'absence de doctorat, et il me semble qu'on a réuni aussi ici un ensemble de personnes qui ont comme ça des parcours atypiques, ou en tout cas qui viennent de l'en dehors. Je pense par exemple à François, je pense par exemple à Laure qui nous a rappelé, Laure Limongi, qui nous a rappelé qu'elle venait notamment de l'édition. Je pense à Gilles et je pense à beaucoup d'autres personnes présentes ici. Et c'est qu'à la fois sociologiquement c'est très frappant de constater ça, et aussi je pense que si on se pose la question de savoir ce qu'il faut conserver aujourd'hui, c'est notamment cette capacité-là à affaiblir les frontières entre le dehors et le dedans, ou en tout cas à faire rentrer des gens qui jusque-là n'avaient pas forcément droit de citer dans ces ensembles-là. Voilà, pardon, j'ai été un peu long, alors que je reproche aux gens de parler. Jérôme, tu veux parler? Non, mais tu veux pas qu'il réponde à ta question? Si ça appelle des remarques, n'hésitez pas. Je ne voulais pas avoir un effet de censure à mon tour. Mais si je peux me permettre, il y a des liens à réaliser dans plusieurs espaces et endroits. Par exemple, à l'Université Laval, ils ont un doctorat en recherche-création depuis quand même plusieurs années. Ça fait quoi, 15 ans peut-être environ? 1982, je pense. Bon, j'étais même pas proche d'avoir de Laval à l'époque. À Laval, ils ont fait certaines choses, mais qui n'ont pas nécessairement mené vers une normalisation. Il y a eu justement un respect de la nécessité de la différence. Et j'entendais parler, Antoine, de la nécessité de créer par l'expérience un certain rejet du formalisme comme une finalité. Je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on va chercher, moi c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux sciences cognitives contemporaines. Et J'écris tout tard. Ça s'appelle Léo. Salut Léo. Donc je reprends. Ce que je trouve intéressant dans les sciences cognitives contemporaines, c'est justement l'idée d'expérience est très valorisée à l'heure actuelle. On est en train de relire un philosophe pragmatique américain comme John Dewey, où on est en train de recentrer l'acte même cognitif dans un spectre émotif très comment je pourrais dire, très vaste et très intéressant et très séduisant pour les créateurs qui aiment bien travailler avec l'intuition. Et très souvent, quand on va dans ces eaux-là, on dit oui, mais non, on est en train de mettre des mots sur des choses qui doivent rester dans l'ordre du mystère. Mais c'est que le mystère, on ne sera jamais entièrement mis à jour. On ne fait que le repousser un peu plus loin. Mais dans cet espace qu'on est en train de définir, on est capable de préciser des méthodologies où, justement, le multiple a sa raison d'être. Et c'est là où les universités ont une zone où ils sont capables d'arriver avec une écoute et une rigueur d'écoute
qui est compatible avec le discours que nous, maintenant, on peut avoir en recherche-création. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ces liens-là se sont faits de façon consciente, mais moi, présentement, je les utilise beaucoup pour avoir une écoute plus grande de la part de philosophes qui font de la création aussi. De gens on a un professeur en biologie à l'Université de Montréal qui a un doctorat en biologie et aussi un doctorat en études et pratiques des arts. Il fait des performances sur le microbiome. C'est François-Joseph Lapointe. On a des animaux étranges comme ça dans l'institution et qui arrivent à faire cohabiter des pratiques qui, à la rigueur, n'ont aucune forme de compatibilité, mais qui y parviennent quand même. Et il faut trouver ces gens-là. Il faut les identifier, il faut savoir qui fait quoi et comment on le fait. Et c'est là que le multiple devient effervescent, crée un effet d'entraînement qui est très sain. Voilà. Alors, d'abord, bonjour à tous les deux. Je voudrais reprendre cette idée, Alain, de théorisation en acte. Est-ce que ça irait jusqu'à l'idée de remettre en question ce fameux mémoire à deux volets, en disant que finalement, le volet créatif à lui-même se suffirait? Les étudiants lui disent, ils n'aiment pas. Pour la thèse, non. Pour la maîtrise, honnêtement, nous, ce qui est exigé des étudiants pour la maîtrise, c'est évidemment une œuvre de création. On parle d'un document là, qui doit faire autour de 100 pages. Alors, ce qui est prévu là, quand on regarde le normatif, c'est ce qui est prévu. Un document d'environ 100 pages, donc une soixantaine de pages ou 70 pages de création avec une courte réflexion critique. On peut appeler ça de différentes manières, essai critique, réflexion critique, bon, ça. Une trentaine de pages sur un sujet en lien avec le projet de création. Et honnêtement, sinon, pour préparer l'étudiant au doctorat, la partie réflexive à la maîtrise, là, et ce qu'on exige chez nous, mais là on le fait, je dirais, de manière un peu informelle, c'est qu'on demande à l'étudiant de produire une œuvre de création complète. Alors nous, la question des pages ne se pose pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire sa maîtrise chez nous, par exemple, en roman, bien, à la fin de la maîtrise, il va avoir un roman. Il va nous valoir souvent une maîtrise de 250 pages, par exemple, ce qui est beaucoup par rapport à ce qui est demandé aux autres étudiants. Mais en même temps, c'est ce que les étudiants viennent chercher aussi chez nous. C'est-à-dire que l'étudiant qui s'inscrit en création littéraire à la maîtrise, bien, lui, il espère à la fin de sa maîtrise d'avoir un manuscrit qu'il va pouvoir proposer aux éditeurs. On est vraiment dans cette optique-là de former des écrivains et de les former de manière telle qu'à la fin de la formation, ils vont avoir en main quelque chose qu'ils vont pouvoir proposer publiquement. Au doctorat, comme je te disais, c'est autre chose. Et là, honnêtement, et c'est vrai dans d'autres domaines aussi, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus large sur pourquoi formons-nous tant de doctorants alors que les perspectives d'emploi pour ces doctorants-là sont très limitées. Et ça se pose dans d'autres domaines, évidemment. Je n'entrerai pas trop dans ça parce qu'il y a un paquet d'études qui ont été faites, mais ce dont on se rend compte, c'est que les étudiants s'inscrivent au doctorat en se disant qu'eux allaient être parmi les meilleurs et réussir à obtenir un poste de professeur à l'université. Parce qu'en fait, pour le doctorant, l'objectif c'est celui-là. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors, il pourrait y en avoir d'autres. C'est une autre question. Mais alors, la question que j'ai posée dans ma communication, pour la terminer, parce qu'elle est d'actualité, c'est que là, et Anne-Marie pourra en témoigner parce qu'elle a travaillé là-dessus aussi, c'est qu'on est dans un contexte où on forme des doctorants dont personne ne semble avoir vraiment besoin. Parce que la détermination des postes de professeurs, il est très rare de voir des postes affichés clairement en création littéraire, ou en tout cas qui en font une exigence d'emploi. Et alors, c'est pour ça que je vous dis que je suis mal placé, parce que quand on m'a engagé, moi, sans doctorat, alors qu'il y avait certainement, je ne sais pas, on m'en a pas parlé, mais il y avait certainement des candidats qui avaient un doctorat en création littéraire, ou un doctorat en littérature avec un volet création.
Alors, c'est cette question-là, moi, qui me chicote un peu. C'est-à-dire combien de temps d'accepter un étudiant au doctorat? J'en ai plusieurs, j'en ai 7 actuellement. Alors, je suis très sensible, évidemment, à leurs angoisses, impressionné par leur travail, mais aussi sensible au fait que, évidemment, pendant les études, ça va relativement bien, surtout s'ils ont réussi à avoir des bourses, etc. Donc, la question ne se pose pas directement pendant les études, mais dès qu'on arrive vers la dernière année et qu'ils commencent à penser à leur avenir, les perspectives d'emploi ne sont pas très grandes. Alors, c'est pour ça. Après ça, sur le plan tout à fait académique, je pense aussi qu'un doctorat doit comporter un volet réflexif important. C'est là où moi je trace la ligne. Mais je n'ai pas de réponse claire à ça, et puis la forme que la thèse va prendre, effectivement, pour moi, la thèse, j'ai un étudiant, par exemple, Pierre-Luc Landry, qui a fait une thèse en 3 parties. C'est-à-dire où il y avait son roman, une réflexion critique, même c'est une étude, c'est une analyse sur le réalisme merveilleux comme partie réflexive, et il a ajouté à ça une 3e partie où il réfléchit sur la démarche forte à la recherche-création en création littéraire et sur la manière dont lui a abordé la chose, etc., et les questionnements que ça lui a inspiré. Alors, ça, c'est un modèle. C'est vrai que le modèle général, c'est une thèse en 2 parties. C'est l'œuvre de création, suivie d'une réflexion en lien avec la création, donc qui participe à son statut et à sa réflexion d'auteur. C'est-à-dire que pour moi, mais là, ça c'est ma vision à moi, c'est pour ça que je vous dis que la beauté de la chose, c'est qu'il puisse en avoir d'autres. Pour moi, la partie réflexive doit être une partie, ça prend pour moi souvent la forme d'un essai littéraire, c'est-à-dire où l'auteur est encore présent, où l'auteur est là d'une autre manière. Mais c'est encore le même auteur qui nous parle, mais d'une autre manière. C'est ma vision à moi de la thèse. Après, ça fait partie de mes discussions souvent riches et animées avec mes étudiants. On arrête Moi, là? si je peux me permettre d'ajouter une petite chose, mais si la recherche-création se développe en France, nos doctorants vont peut-être pouvoir tous devenir professeurs chez vous. Donc ça serait merveilleux. Oui, ça va être J'aimerais aussi ajouter un petit complément. À l'Université Laval, ils ont ce doctorat. À l'Université de Montréal, j'ai participé à la création d'un doctorat qui va devenir officiel très prochainement. Et chez nous, on tend à éloigner, on tend à éviter en fait de demander une recherche autoréflexive ou autopoétique. Ah, mais c'est pas ça dont je parlais non plus, hein? Non, je sais, mais c'est que nous, ça ne passerait tout simplement pas. Le vieux département d'études françaises, qui est devenu la littérature de langue française, n'accepterait jamais ça, même pas la maîtrise non plus. Donc, et la perspective qui a été retenue chez nous, c'est vraiment l'idée que peu importe l'angle, qu'on soit en recherche ou en recherche-création, l'idée de notre point de vue de professeur, c'est de former des lecteurs. Et le niveau de subjectivité qui est assumé dans l'exercice d'analyse, qui est une thèse ou un mémoire, en création ou non, témoigne du type de lecteur qui a été formé, disons. Et en soi, moi, ma réflexion sur, je vais pas aussi loin qu'aller du côté de savoir où est-ce que les gens vont se placer, tout ça, je crois que les gens qui prennent un parcours au cycle supérieur, que ce soit au master ou que ce soit à la thèse, ce sont des adultes, ils savent très bien que c'est un terrain qui est glissant, qui est risqué, et j'ai tendance à me tenir loin des discours où on doit remplir une forme d'utilité. Je crois que plus il y aura de gens qui auront fait des exercices de réflexion poussés, mieux ça sera, et peut-être qu'on aura une société où on peut se parler davantage. Est-ce que l'employabilité de quelqu'un est un facteur déterminant? Dans les certaines statistiques, oui, mais dans la perspective intellectuelle, ça n'est pas quelque chose que je mets de l'avant d'abord et avant tout. Je préfère que les gens soient conscients de ce qu'ils viennent faire, évidemment, d'une question éthique, mais j'en fais pas, moi, j'en fais pas un cas de conscience. Encore là, je suis tout jeune prof, peut-être que quand j'aurais vu plein de gens pleurer dans mon bureau, j'aurais un autre discours. C'est ce que j'allais dire.
Ok, on vous dit au revoir. Un très grand merci. Alors on y est arrivé quand même. Hein. C'est bien. Salutations à tous. Et Lionel, Anne-Marie, François, Antoine, merci beaucoup. Merci à vous. Très vite à la prochaine. On va essayer de faire ça tous ensemble dans des conditions harmonieuses et paisibles où on sera tous sous un même toit. Et oui, évidemment, nos regrets, évidemment, de ne pas être avec vous. Et honnêtement, très triste. Là. Je vous regarde là, et j'aimerais vraiment être assis avec vous. Vous aussi. Allez, ciao. Bon courage. Et c'est vrai que moi je suis peut-être une des seules à avoir l'expérience d'une cohabitation entre les deux institutions, avec François qui l'a aussi vécu pendant une année, et je pense que c'est aussi, enfin moi de mon expérience, ça se passe plutôt très bien. Alors évidemment c'est le genre de choses qui dépend beaucoup des personnalités, des gens, enfin il faut que les gens aient envie de travailler ensemble, mais de mon point de vue et de mon expérience, c'est vraiment enrichissant pour les deux institutions, c'est-à-dire qu'on est tous très heureux d'apprendre les uns des autres. L'école d'art du côté de l'université du côté de l'école d'art, et ça se passe aussi bien, les étudiants pourraient en témoigner d'ailleurs, du point de vue des étudiants qui viennent des deux parcours, donc soit d'université soit d'école d'art, et qui donc expérimentent chacun différemment ces lieux, et aussi du point de vue des enseignants, puisque voilà, on reçoit nos habits d'université dans l'école d'art, et nous on va à l'université. Donc je pense qu'il y a plein de... Ce sont des enjeux, on l'a dit, on l'a répété, on va continuer à le dire, très très important que cette question de la recherche-création qui se pose aujourd'hui et qui, à mon avis, a des implications politiques et sociales qui vont vraiment être capitales. Et c'est bien de... Voilà, je pense qu'on peut vraiment remplacer la peur par la confiance et voilà, aller rencontrer nos collègues de part et d'autre. Il y a plein... Bon, évidemment, on peut aussi se disputer très fort avec les gens, mais il y a plein de très belles rencontres qui peuvent se passer. Donc, en tout cas, moi, je pense que Le Havre en est l'exemple et voilà. Merci.